Non, non, c'était pour savoir si vous restiez là ou pas. Oui, j'ai Catherine en face. Bon, bah, bonsoir à tous. J'ai encore le plaisir de vous accueillir pour une soirée Parlons-en qui va traiter du lien entre IA et fake news. Et vous êtes familier maintenant de ces soirées de lutte contre les discours de haine, du racisme, du sexisme et du complotisme. Et ce soir, pour la seconde fois, nous accueillons un journaliste, Thomas Huchon, qui nous fait le plaisir de revenir et qui soutient l'action de la ville de Dunkerque et la dynamique entreprise pour cette lutte contre les discours de haine. Ce soir, nous tenons, avant de commencer, à rendre un petit hommage à Florence Billard, qui nous accompagne dès le début dans cette aventure, qui a participé à toutes nos soirées Parlons-en, à toutes nos rencontres, et qui nous a quittés trop tôt cet été. Et nous avons une pensée pour elle ce soir. Nous savions qu'elle aimait animer ces soirées. Et nous allons vous diffuser une petite vidéo pour elle. Voilà. Nous accueillons ce soir Catherine Bayard, qui va animer cette soirée et prendre la suite de Florence, je suis sûre, avec autant de professionnalisme. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. C'est effectivement à Florence qu'on va dédier cette soirée et on va, tout comme elle a réussi à le faire, discuter avec convivialité ce soir, comme les autres soirées que vous avez pu passer ensemble. Le thème d'aujourd'hui, vous l'avez devant vos yeux, voyage au cœur de l'intelligence artificielle et des fake news. Ça tient en 4 lignes et pourtant le sujet ne va pas tenir en 4 lignes ce soir. On a la chance d'accueillir quelqu'un que vous avez déjà rencontré lors de ces soirées rencontres et il aura l'occasion de revenir avec nous parce qu'il a écrit ces derniers temps un ouvrage qui vous allez voir d'ailleurs à la fin qui s'appelle Résister aux fake news. Il est très bien fait, on en reparlera, vous verrez que ça a l'air épais, mais non, ça se lit très vite et on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre. Alors justement, pour vous permettre de l'accueillir, je vous demande d'accueillir tout de suite Thomas Huchon. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à cette rencontre Parlons-en, voyage au cœur de l'intelligence artificielle et des fake news. Vous le savez, la désinformation désormais est partout et elle devient de plus en plus difficile à détecter. Enfin, pas pour vous, hein ? Vous savez distinguer le vrai du faux, n'est-ce pas ? Je l'espère pour vous, car si vous ne l'aviez pas deviné, je vous le dis. Je n'existe pas. Je suis un avatar fabriqué par une intelligence artificielle. Vous êtes un peu perdu, vous ne comprenez plus rien, ne vous inquiétez pas, on va appeler le vrai Thomas, celui qui m'a créé. Mais il est toujours à la bourre, celui-là. Eh bien, on appelle Thomas. Bonsoir Thomas, vous nous avez fait une belle petite blague. Certains se sont dit, mais on l'a vu, on l'a pas vu. Est-ce que c'est vrai? Mais ce n'était pas vous. Comment nous expliquer déjà que ce n'était pas vous? C'est à la fois un peu moi et pas vraiment moi. C'est-à-dire que c'est la drôle d'époque dans laquelle nous vivons. Il est donc possible de fabriquer avec des outils technologiques des vidéos qui ont l'air relativement vraies mais qui ne le sont pas du tout
Et c'est une manière de faire un petit peu une mise en abîme pour annoncer cette discussion. Distinguer le vrai du faux, c'est très difficile et ça devient de plus en plus difficile parce que les progrès technologiques avancent aussi et qu'il devient de plus en plus difficile de faire tout ça. Moi, j'ai décidé de me faire un double numérique, non pas parce que j'ai un problème d'ego totalement surdimensionné, mais parce que c'est une manière de lutter. C'est une manière de lutter contre les fake news, d'être capable de produire plus vite la réponse. Vous connaissez peut-être cette formule. Le mensonge passe par l'ascenseur, la vérité par l'escalier. Et bien, quand on essaye, comme moi, de lutter contre les fake news, cette problématique-là, ça nous ennuie un peu. Parce que tous les efforts qu'on fait pour essayer de produire des informations fiables et factuelles, eh ben, ils ne résistent pas ni à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ni à nos habitudes. Et donc, eh ben, pour essayer de répondre plus vite, eh ben, on essaye de fabriquer plus vite, mais aussi parce qu'il faut comprendre cet outil. Moi, cet outil me fait un peu peur. Donc, la meilleure manière d'essayer de le comprendre et de m'en protéger, ça a été de l'utiliser. Et des fois, ça fait un peu bizarre. Et puis, en même temps, ça permet d'essayer de comprendre un peu comment ces outils fonctionnent. C'est un peu de tout ça dont on va parler ce soir. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous, le vrai. Et vous savez pourquoi c'est le vrai? S'il peut faire ça. On a vu que votre avatar, il a eu un sursaut de bras d'ailleurs. Oui, en réalité, je pourrais faire en sorte que ça soit moins visible. Mais je ne le fais pas. Je choisis volontairement, non pas de dégrader la qualité de ce deepfake, comme on appelle ça, mais de laisser des indices pour permettre aux gens de se rendre compte qu'il s'agit d'un deepfake, qu'il ne s'agit pas d'une vraie vidéo. C'est important de laisser aux gens la possibilité de s'entraîner un peu à tout ça. Finalement, quand on a vu 2-3 vidéos comme celle-ci, la 4e, vous allez la détecter plus vite. Et la 5e aussi. Finalement, savoir qu'il existe la possibilité de fabriquer tout ça, ça change un peu notre manière de nous comporter. Si je vous disais, allez vous balader en forêt, c'est cool. Ou alors, allez vous balader en forêt, c'est cool, mais il y a des ours. C'est pas la même balade. Et effectivement, c'est un petit peu la même idée de permettre aux gens de comprendre qu'il existe la possibilité de fabriquer du faux qui a l'air vrai. C'est aussi une manière de nous protéger, de savoir que ça existe. C'est la première ligne de défense. Et je pense que dans les semaines, les mois et les années qui viennent, il va nous falloir renforcer un peu ces lignes de défense parce qu'elles sont largement attaquées, à la fois par des courants politiques, peut-être que nous en parlerons, mais surtout par des outils technologiques aujourd'hui qui perturbent notre perception de la réalité. Alors, on va essayer d'être clair dans la définition parce que vous avez tous entendu parler fake news, intelligence artificielle. Alors déjà, on va savoir de quoi on parle. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de ce qu'est l'intelligence artificielle? Ouais, mais en fait, j'aurais envie peut-être d'interpeller la salle sur cette définition. Les fake news, comme l'intelligence artificielle, nous posent un problème pour les qualifier. Et le principal problème qu'on a, c'est qu'en fait, on parle très mal l'anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent anglais par ici? Ouais. Alors, tiens, vous avez levé la main avec les lunettes. Est-ce que je peux vous poser la question? Est-ce que vous pouvez me traduire en français le terme de fake news? Ouais, on dirait fausse information, fausse nouvelle. Pour les plus érudits d'entre nous qui consultent ce que publie l'Académie française, ils se diraient peut-être infox, qui est le mot qui a été inventé par l'Académie française pour qualifier ce phénomène. Mais vous pouvez lui donner le micro parce que j'ai une autre question pour lui. Donc, en tout cas, quand on parle de fake news, nous on traduirait par fausse information. Mais est-ce que vous pouvez essayer de me traduire en anglais le terme de fausse information? You can call it false formation, donc Ouais. fausse info. False, wrong. Mais on dirait pas forcément fake. Fake, ça veut dire faux en fait également. Il y a plusieurs synonymes en langue anglaise. On est d'accord? Mais il y a quelque chose de plus dans l'idée du fake. Il y a l'intention de manipuler. Effectivement, oui. Les fausses informations et les fake news ne sont pas du tout la même chose. Nous qui consommons ou qui subissons ces informations, il y a des mensonges qui circulent et c'est la galère. Mais si on essaie de comprendre le phénomène, on est obligé de l'appréhender un petit peu plus. Les fake news sont intentionnelles. Elles sont faites pour vous manipuler et elles n'ont pas de vraies conséquences pour ceux qui les diffusent. Les fausses informations sont des erreurs et elles ont des conséquences pour ceux qui les diffusent. Quand
l'agence France Presse nous dit il y a quelques années que Martin Bouygues est mort, alors que ce n'est pas vrai, eh ben, il y a des conséquences. Ils doivent s'excuser, ils doivent expliquer pourquoi ils se sont trompés. Le numéro 2 de l'agence, il n'a pas eu d'augmentation cette année-là, je vous le garantis. Même genre de situation, souvenez-vous, ce samedi matin, où nous avons vu dans tous nos kiosques le visage de Xavier Dupont de Ligonnès arrêté. Bah non, il s'agissait d'un obscur touriste portugais décédé depuis, qui s'appelle Guy Joao, qui n'avait rien à voir avec le schmilblick. Mais du coup, c'était une fausse information. Ils se sont trompés et ils nous ont expliqué pourquoi ils s'étaient trompés. Il y a même parfois où la fausse information provoque des conséquences judiciaires, des attaques en diffamation, ce genre de choses. Et donc, il y a un rectificatif qui est obligatoire pour les publications. Les fake news n'ont pas de conséquences pour ceux qui les diffusent. Le meilleur exemple que nous avons aujourd'hui, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Est-il venu s'excuser de vous avoir dit qu'à Springfield, dans l'Ohio, les migrants haïtiens bouffent des chiens et bouffent des chats? Pas du tout. Il a gagné les élections en disant tout ça. Donc, ça n'a pas de conséquences pour ceux qui les diffusent. Ça a plutôt un intérêt, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut faire la différence et comprendre que si nous subissons des mensonges et que ça n'a pas de grande différence pour nous, qu'ils soient intentionnels ou non, si on essaie de réfléchir le problème, ça fait une énorme différence. Parce que s'il y a une intention, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière cette intention et qu'il faut donc nous intéresser aussi à cette personne, à ses intérêts, à comment il fonctionne. Et derrière, ça pose tout un tas d'autres questions. On a quand même, puisqu'on parle de fausses informations, il y a quand même des personnes qui diffusent de fausses informations intentionnellement. On le sait, ça aussi. Donc ça, c'est encore autre chose. Hein. Oui, après, la situation du paysage médiatique français a pas mal évolué au cours des dernières années, et notamment avec l'arrivée d'un nouvel acteur qui est M. Bolloré, qui a changé un certain nombre de choses. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, au-delà même de l'idée de l'information vraie ou fausse, le problème, c'est qu'on vit tous un petit peu enfermés dans nos croyances et que la conséquence des fake news n'est pas tant le fait qu'il y ait des mensonges qui circulent que le fait qu'on vive tous dans des réalités parallèles et qu'on ait du mal à discuter. C'est un peu la deuxième conséquence, pas uniquement des fake news, mais de notre nouvelle manière de nous informer en utilisant les outils numériques, qui crée en fait des nouvelles frontières un peu invisibles entre nous, parce que effectivement, ce que je vois sur un réseau social n'est pas ce que vous voyez monsieur, n'est pas ce que vous voyez madame, et peut-être même que ce que nous voyons alors que nous sommes proches est totalement différent, peut-être même contradictoire, et donc qui ne nous permettrait pas du tout d'avoir une discussion. Ce qui a changé, c'est pas tant le fait qu'il y ait des mensonges, il y en a toujours eu, c'est le fait que nous ne partageons plus les éléments qui nous permettent d'établir nos vérités. Vous avez travaillé sur ces fake news depuis très longtemps, au final. Ça ne date pas d'hier, et pourtant on a l'impression qu'on en entend plus parler maintenant. Depuis quand réellement on subit ces fake news? Je crois que les fake news sont aussi vieilles que les sociétés humaines. Et qu'il y a toujours eu, à partir du moment où les êtres humains se sont organisés, même en tribus, je suis sûr qu'à l'époque, il y en avait un qui mentait à l'autre pour piquer la plus grosse part de nourriture ou pour aller attraper, je ne sais pas, le territoire, le machin. Il y a toujours eu cette idée de manipulation, elle est intrinsèque à ce que nous sommes les êtres humains. Ce qui change profondément dans notre époque, c'est la manière de diffuser tout ça. Et la manière de répercuter tout ça. Si on essaye de prendre un cas pratique pour comprendre un petit peu à quoi ça correspond, moi j'ai essayé d'estimer l'audience des 20 principales théories du complot depuis 5 ans, dans l'Internet français. Et ça représente 15 milliards de vues. 15 milliards de vues pour les 20 principales théories du complot, ça ne veut rien dire. On est que 7 milliards sur la planète. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire 15 milliards de vues? En réalité, on est 15 millions de Français inscrits sur le réseau Twitter, qui est celui qu'on arrive le mieux à mesurer et qui nous permet d'obtenir ces chiffres. 15 millions, 15 milliards. Ça veut dire qu'en moyenne, chacun des Français inscrits sur Twitter a vu passer 1000 fake news depuis 5 ans. Et là, on commence à comprendre quelque chose. On commence à comprendre cette espèce de mécanique de la répétition, de la manipulation. On connaît tous quelqu'un qui a basculé dans des croyances un peu bizarres au cours des dernières années. Et cette personne, on la connaît, on l'apprécie, elle est douée d'intelligence, elle est douée de raison. Et elle n'est pas subitement devenue débile parce qu'elle a vu passer un truc sur Internet.
C'est pas ça. Elle a été manipulée des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fois par les algorithmes qui répercutent ces messages, par ceux qui les fabriquent et qui veulent les manipuler. Mais à la fin, c'est une répétition sur le cerveau humain qui a des conséquences terribles. Les nuls l'avaient un petit peu prophétisé pour nous, cette histoire. Mais oui, vous vous souvenez, on peut tromper une fois une personne. On peut tromper une fois 1000 personnes. Mais normalement, on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Eh bien si, ça s'appelle les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Et à la fin, on peut même gagner la bataille. Eh bien, il y a quelque chose d'un peu terrible dans cette histoire-là. C'est que normalement, notre capacité humaine à identifier les manipulations doit nous en protéger. Le problème, c'est que les nouvelles mécaniques de la diffusion de l'information effacent en fait les traces de ces manipulations. Et tous ces gens qui croient des choses parfois un peu surprenantes n'ont pas l'impression de croire des choses surprenantes ou fausses. Ils sont persuadés d'avoir trouvé la vérité. Et c'est ça qui est très pervers en fait dans cette espèce de mécanique. Vous n'allez pas, entre guillemets, essayer de convaincre quelqu'un qui a l'impression de croire quelque chose de faux. Vous allez essayer de parler avec quelqu'un qui est sûr d'avoir trouvé la vérité. Et pire, qui fait de ce truc-là un élément de son identité. Nos opinions font partie de nos identités. Elles sont aussi une part de ce que nous sommes auprès des autres. Et d'autant plus quand, d'une certaine manière, plus ces opinions sont radicales, plus elles font partie de notre identité. Les opinions complotistes, effectivement, font partie de ça. Et elles créent un truc un peu bizarre. C'est qu'en fait, quand on bascule dans ces idées-là, en gros, le monde se coupe en 3 catégories. Il y a ceux qui ont compris, ceux qui ont compris le complot. Il y a ceux qui sont des moutons et qui comprennent rien, et qui comprendront jamais rien. Et puis il y a les salopards, ceux qui complotent. Et du coup, quand vous êtes face à cette personne, dans quelle catégorie est-ce qu'il va vous placer ? Comment est-ce que vous pourrez essayer de défendre votre identité face à lui ? C'est ça qui rend un peu les choses compliquées et qui est hyper renforcé, parce que sur les réseaux sociaux, on est un petit peu comme saint Thomas. On croit que ce qu'on voit. Moi, pendant vachement longtemps, j'ai porté mon prénom comme un badge de certification journalistique. J'étais un super journaliste parce que je m'appelais Thomas et que comme Thomas, je ne croyais que ce que je voyais. J'en avais même fait le fond de ma conférence TEDx en 2017 à l'époque à Bordeaux. J'ai refait un TEDx en 2024 à La Rochelle et je me suis un peu plus interrogé sur cette histoire. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, bien entendu. Et j'ai du respect pour tous les cultes et toutes les religions, c'est pas la question. Mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que le Christ n'a pas vraiment ressuscité. Et donc que saint Thomas n'a pas pu voir les stigmates de la crucifixion dans les mains du Christ et que ce témoignage qui est la base de la liturgie et du Nouveau Testament, en fait, c'est pas vrai. Est-ce que saint Thomas croit ce qu'il voit ou est-ce qu'il voit ce qu'il croit ? En réalité, sur Internet, on est tous un peu comme saint Thomas. On voit ce qu'on croit déjà un peu. Et on ne s'en rend pas compte. Parce que comme c'est ce qu'on croit, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'être radicalisé un petit peu contre nous-mêmes. Et cette mécanique, elle est à la fois très présente et puis très invisible. On ne se rend pas compte de tout ça. Donc effectivement, il y a un truc de cet ordre-là. Et ça dit un truc qui est assez intéressant parce que ça montre bien où est le problème. Mais plus intéressant pour nous, ça montre aussi où est la solution. Le problème, c'est nous. Oui, les fake news, ça marche surtout parce qu'on a envie d'y croire. Après, on ne croira jamais tous à la même fake news. Ça, c'est sûr. Moi, récemment, j'ai cru à un truc. Ouais. Confidence. Confession intime. Thomas Huchon a cru à une théorie du complot. Ouh là là, truc de ouf. Alors, c'est enregistré. Je sais, mais je suis obligé de faire amende honorable. Bon, ça a duré 15 secondes. Demain, on fait le buzz avec ça. C'est ça. Ça a duré 15 secondes. Mais c'est important de le raconter. Non, je pense que c'est important. C'est important que nous soyons capables de reconnaître nos erreurs et nos failles. Parce que dans la reconnaissance de nos failles et de nos erreurs, il y a aussi la possibilité de trouver les solutions. On est au mois de mai
2025, je suis sur le réseau TikTok, je regarde des vidéos et je vois passer une vidéo qui me montre des images de la finale de la dernière Ligue des Champions. PSG Inter Milan. Et sur les images du premier but du Paris Saint-Germain, il y a 6 défenseurs de l'Inter Milan dans la surface de réparation et franchement, les mecs, ils sont à la pêche. Ils regardent même pas le ballon, ils fument la pipe. Franchement, quand on regarde les images, il y a un truc super bizarre. On a l'impression que les mecs ne jouent pas. Moi, j'ai fait un tout petit peu de foot amateur, enfin, j'ai fait beaucoup de foot amateur, mais un tout petit niveau, pardon. Si j'avais fait ça, j'aurais jamais rejoué. Les mecs, c'est leur match, le match de leur vie. C'est la finale de la Ligue des Champions. C'est des pros. Et du coup, la suite de la vidéo me disait, mais en fait, c'est parce qu'il y a un complot. Il y a un complot du Qatar qui a acheté la Ligue des Champions pour le PSG. C'est une arnaque. C'est une énorme manipulation. Je me dis, ah ouais, waouh, j'adore cette idée. Pourquoi, à votre avis? Parce que ça parce va que dans votre sens. Ça va dans le sens du supporter de l'Olympique de Marseille que je suis. Et que comme je suis un supporter de l'OM, eh ben, à jamais les premiers. À jamais les premiers. Et il n'y aura pas de deuxième. Surtout pas le PSG. C'est pas possible, ça. Hein, et donc, du coup, je me dis, ça dure 15 secondes. Hein, mais je me dis, ouah, Thomas, ah, t'es en train de partir en cacahuète grave, là. Reviens. Calme-toi. Mais ce qui est fou, c'est que l'algorithme de TikTok avait détecté que j'avais regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, du coup, dans les 10 minutes, j'en ai vu 8 différentes qui reprenaient à peu près les mêmes trucs et tout. Et je me suis dit, ah là là. Et en fait, c'est ça le mécanisme. Et je crois que c'est très important d'avoir conscience que nous avons tous des préjugés, des idées préconçues, des idéologies, des opinions, et que tout ça, eh bien, ne joue pas toujours en notre faveur. Ça ne veut pas dire que nos opinions sont un problème, au contraire. Mais, effectivement, ayons conscience qu'il y a une forme de danger et que eh bien, ce danger, il nous touche nous aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on pense tous qu'on est prémunis d'office contre les fake news, à mon avis, on fait une énorme erreur et je pense qu'on est assez loin de la réalité. Mais justement, on est souvent à croire qu'on peut passer au travers. On a tendance à imaginer que, bon, non, les fake news, moi je le verrai tout de suite. Comment on peut, alors qu'on a toute l'intelligence de se remettre en question, de remettre en question le propos, comment on arrive à se faire avoir? Parce qu'il y a ce matraquage. D'une part, il y a le matraquage. D'autre part, il y a un peu l'envie qu'on a d'aller là-dedans. Hein. Et il y a un truc aussi qui est un peu un piège de ces récits, c'est qu'en fait, ils sont un peu des prêts-à-penser. Les théories du complot sont souvent des réponses simples à des questions très compliquées. Mieux que des réponses, ce sont des solutions à des problèmes. Souvent des solutions assez radicales. Hein, j'ai souvenir pendant le Covid que tout un tas de gens pensaient que le problème était Bill Gates, et donc ils disaient qu'il fallait assassiner Bill Gates. Je ne suis pas certain que ça allait sauver les malades, mais en tout cas pour tout un tas de gens qui avaient considéré que c'était lui le problème, et ben finalement pour éliminer le problème c'était ça. C'est aussi l'un des pièges de ces récits, c'est qu'ils peuvent nous amener à des comportements violents, à des comportements radicaux, et je le dis d'autant plus que nous commémorons les assassinats sauvages de Samuel Paty et de Dominique Bernard, qui sont tous les deux des victimes à la fois de l'islamisme radical, mais surtout de la désinformation qui a nourri en fait la volonté de ces deux assassins, à la fois à Conflans-Sainte-Honorine et j'ai un trou de mémoire pour Dominique Bernard. Et à Arras, pardon, excusez-moi, oui, voilà, c'est ça. On est tout près d'ici. Et effectivement, je crois que... Pardon, je suis un peu ému. Ces moments ont été douloureux pour tout le monde, mais c'est vrai que quand on lutte contre ces phénomènes et qu'on intervient beaucoup, notamment dans les établissements scolaires, pour faire tout ça, savoir qu'on s'en prend à des enseignants est quelque chose d'absolument terrifiant en réalité. Et quoi qu'on pense du corps enseignant et tout, quand on est un jeune père de famille comme moi, les grèves ne sont pas toujours de notre goût, même si je les soutenais étant un jeune militant. Ma vie a changé, je suis devenu un vieux con. Mais avec des problématiques de garde. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment, c'est juste une problématique d'arriver à faire garder ces petits nains. Mais du coup, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que nous comprenions.
c'est effectivement que nous sommes à la fois le problème et un peu la solution. Et que nous resterons le problème tant que nous n'en parlerons pas. Et par contre, si nous arrivons à en parler, il y a une forme d'espoir que nous trouvions une solution. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'en parler. Bah exactement, ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense que justement, moi, c'est pour ça que je suis très attaché à ces moments-là. Parce que dans un univers dans lequel on ne partage plus rien, bah, en réalité, bah, ce soir, on partage quelque chose. Ce dont nous allons parler, eh bien, c'est ce que nous allons vivre ensemble ici. Alors, nous aurons certainement tous des biais, nous aurons certainement tous des a priori. Je dis souvent dans les classes, quand j'interviens, que entre ce que j'ai voulu dire et ce que tu as entendu, entre ce que moi j'ai pensé et ce que tu as compris, ben, il y a en fait 4 versions de la réalité. Hein, et donc, entre ces 4 versions de la réalité, comment est-ce qu'on fait pour faire le tri? Donc, souvent, moi, j'essaye de faire un exercice qui est pas tant d'essayer de quand je pose des questions aux gamins dans les classes, j'essaie d'être sûr d'avoir compris non pas ce que je voulais entendre, mais ce qu'ils veulent me dire. Et donc, j'insiste précisément pour être sûr de bien découper leurs paroles. Et c'est vrai que c'est un exercice qu'on ne fait pas souvent. Et je pense qu'on devrait le faire un peu plus souvent, d'essayer de mieux découper la sémantique, les mots, pour essayer de comprendre un peu mieux les messages qui nous sont portés. Notre soirée aussi est consacrée à cette intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle en est venue à servir les fake news? Alors déjà, est-ce qu'on peut refaire un coup de définition? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle anglais ici? Non, on va prendre notre collègue, il parle bien. Allez. En anglais, on dit artificial intelligence. En anglais, on traduit intelligence artificielle. Est-ce que ça vous semble une bonne traduction? Effectivement, c'est le cas. La seule différence avec le français et l'anglais, c'est juste qu'on dit intelligence d'abord en français, alors qu'on met l'artificiel en avant en langue anglaise. Ouais. Mais en vrai, les expressions veulent absolument dire pareil. Mais moi, j'ai un problème avec cette définition et avec cette traduction. Mon problème, il vient d'une agence américaine qui s'appelle la CIA. Central Intelligence Agency. Est-ce l'agence centrale de l'intelligence? Pas forcément, non. Par contre, ils sont bons en surveillance. C'est l'agence centrale du renseignement. Voilà. Intelligence en anglais, ça veut dire renseignement. Ça ne veut pas dire intelligence. Et donc, les intelligences artificielles ne sont pas intelligentes. J'adorerais me faire un t-shirt « Je suis con comme une IA ». Parce qu'en réalité, elles ne sont pas intelligentes. Elles ont une méga capacité de recherche, une super capacité de synthétisation. Elles ont une capacité de prendre tout ce qui a été produit et de le reproduire. Mais elles ne sont pas intelligentes. Elles peuvent trouver des choses si vous êtes intelligent. Et justement, la vraie problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est de ne pas se faire dépasser par les résultats d'une machine qui nous semble être intelligente, mais qui ne l'est pas tant que ça, et nous, d'apprendre à utiliser nos cerveaux pour se servir de ces outils afin d'en faire quelque chose d'utile pour nous. Mais vous voyez que déjà, on a un vrai problème, c'est que ces machines sont surtout capables de chercher. Et chercher, c'est super, mais l'intelligence humaine, au sens de ce que nous mettons derrière, c'est pas ça du tout. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on a peur. J'ai même rencontré des gens qui me disent que quand ils parlent à ChatGPT, ils lui disent bonjour et au revoir parce qu'ils ont peur de se retrouver un jour dans le film Terminator. Non, ouais, c'est une des peurs les plus Voilà, répandues. et que les machines les épargnent parce qu'ils ont été sympas avec. J'ai envie de dire, non, les copains, c'est pas du tout ça. Mais surtout, la vraie problématique, elle n'est pas là. Et c'est d'ailleurs Sam Altman, le patron d'OpenAI, le fondateur de ChatGPT, qui nous a expliqué tout ça. Il a dit, arrêtez de dire bonjour et au revoir aux IA, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, c'est un coût écologique catastrophique. Alors oui, c'est sûr. Comme les 3/4 de l'infrastructure, d'ailleurs. Hein, on est totalement d'accord. Mais le problème, c'est pas... Lui, son problème, c'est pas l'écologie, il s'en fout. Lui, son problème, c'est qu'il perd de l'argent. C'est pour ça qu'il nous dit tout ça. Parce que s'il avait un problème avec l'écologie, eh ben, il n'aurait pas développé ChatGPT 3. ChatGPT 3, pour le développer, juste développer l'outil, c'est la totalité de l'électricité consommée par le Japon pendant un an, c'est la moitié de l'eau consommée au Royaume-Uni pendant un an. Voilà, juste pour qu'on comprenne un peu ce que ça représente. Et pour avoir participé au sommet de l'IA en janvier à Paris, les chiffres à notre disposition, c'est que si on construit l'intelligence artificielle en Chine ou aux États-Unis, ou qu'on la construit en Europe, ça n'a pas du tout le même coût énergétique. En gros, les data centers en Europe,
par rapport au reste du monde, ils sont d'un ratio de 1 pour 20 en matière de pollution. Donc si on n'arrive pas à construire l'intelligence artificielle en Europe, franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'interroger beaucoup là-dessus. Il n'y aura plus d'énergie et ça sera terminé assez rapidement parce que la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication de tout ça ne permet pas en fait d'autres options. Et donc, il va falloir que on soit capable d'avancer sur ce sujet-là et d'être beaucoup plus vigilant, notamment sur la régulation de ces nouveaux espaces, à la fois d'information, de surveillance et tout ça. Effectivement, merci Nvidia au passage d'avoir fait des cartes graphiques qui consomment à mort pour un strict rien au passage. Oui, bah, tous les fabricants. On revient sur ce que je vous demandais juste avant, comment l'intelligence Comment artificielle s'est donc mise allez, je vais oser le dire, au service des fake news. Bah, en fait, déjà, l'intelligence artificielle, nous, quand on dit intelligence artificielle aujourd'hui, on pense intelligence artificielle génératrice de contenu. On pense aux IA qui fabriquent des vidéos, qui fabriquent des photos. Et donc, on perd un peu une part de l'IA qui est la capacité de ces machines à faire ce qu'on appelle du ciblage. En fait, les IA, elles servent avant tout à faire du renseignement et de la surveillance. On l'oublie trop souvent. Les réseaux sociaux sont un espace d'information, c'est sûr, mais c'est avant tout un espace de surveillance. On essaye de savoir qui vous êtes, comment vous vous comportez, on récupère vos informations personnelles afin de faire une projection de votre comportement et de vous mettre la bonne publicité au bon moment pour que vous alliez cliquer. C'est ça l'univers des réseaux sociaux. C'est pas exactement le truc liberté d'expression et, comme il disait, bringing people together. Hein. On a oublié la deuxième partie de la phrase, c'était move fast and break things. Bouge vite et casse des trucs. C'était ça la mantra de Facebook. Les IA, aujourd'hui, permettent donc de fabriquer des choses fausses, effectivement, avec une facilité déconcertante. Et en fait, mon problème, c'est pas tant qu'elles permettent de fabriquer des choses fausses. C'est le fait qu'elles permettent de cibler ces messages. Un papier, un crayon, vous pouvez faire des poèmes, vous pouvez faire des menaces de mort. On ne va pas interdire le papier et le crayon. On va réguler l'envoi des courriers. Le problème des IA que vous mentionnez, et qui est totalement réel, c'est pas l'IA. Le problème, c'est les réseaux sociaux. Le problème, c'est pas qu'on puisse faire une vidéo de Macron qui dit n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on puisse la diffuser. Et qu'on puisse la diffuser sans contrôle, sans aucune forme de conséquence pour celui qui diffuse ce mensonge. C'est ça le vrai problème. Derrière, le deuxième problème de l'IA, et là on arrive sur un pan qui est un peu invisible sur la partie de notre consommation des réseaux sociaux. En gros, on a tout un tas d'études qui montrent que c'est très difficile de convaincre quelqu'un de changer d'avis. De faire changer d'avis quelqu'un, c'est très difficile. La manière de faire changer quelqu'un d'avis, c'est de savoir qui il est, mais que lui ne sache pas que vous le saviez. Vous voyez où on va là ? Ça ressemble pas un peu à Facebook, ça ? Voilà. Et bien en fait, ce qu'on a découvert dans une étude récente publiée dans la revue Nature au mois de septembre, c'est qu'on a des chercheurs qui ont démontré qu'avec une intelligence artificielle capable de récupérer des informations sur vous, de calibrer des messages en fonction de ces informations et de vous les envoyer au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière, et bien on arrive à faire changer les gens dans 80% des cas. C'est totalement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est la force de l'intelligence artificielle. C'est pas le pape en doudoune. Hein, voilà, je veux dire. Non, mais c'est pas les ours que vous avez vus sauter sur les trampolines cet été, dans des fausses vidéos de caméra surveillance. Je veux dire, on en voit tous passer des dizaines et des dizaines en ce moment. Mais donc, je crois que vous avez raison. Il y a une menace de l'IA, mais en fait, c'est, à mon sens, pas celle que l'on voit. C'est justement, comme toujours, vous avez lu Saint-Exupéry comme moi, l'essentiel, c'est ce qui est invisible à l'œil. Eh bien, avec les IA ou avec les réseaux sociaux, cet essentiel, ce sont les algorithmes. Ce sont les formules mathématiques qui décident un peu de tout pour nous. Et c'est là-dessus que nous avons un problème. D'ailleurs, je me permets de rajouter, ce que j'écoute régulièrement un podcast sur l'IA qui a été fait par des universitaires où ils nous disaient qu'il y a eu des IA compagnons pour les enfants et ces IA compagnons ont mené au suicide de certains enfants à force de créer une relation qui est devenue affective pour l'enfant
mais pas pour la machine, puisque la machine n'a pas d'émotion. Et donc cette IA disait bonjour, au revoir, qu'as-tu fait de ta journée, tu n'as pas d'amis, ce n'est pas grave, je suis là, etc. Donc elle isole encore plus l'enfant. Et effectivement, dans les podcasts comme ça, n'hésitez pas à aller vers les sources d'informations qui sont vérifiées, qui permettent d'aller plus loin. Mais vous avez raison, on a eu même un cas où on l'a découvert a posteriori dans les conversations, un jeune qui s'est suicidé, où l'IA lui a appris à faire des nœuds pour se pendre. Donc elle lui a trouvé les meilleures sources pour faire les meilleurs nœuds et tout. Donc il y avait vraiment quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de la dangerosité. Et il faut qu'on soit en capacité de protéger nos jeunes. Ils sont l'avenir de notre pays. Et on peut pas les laisser comme ça à la merci. Et je pense aussi aux parents qui ont du mal à faire exister ces principes de précaution avec leurs adolescents. Moi, je suis prêt à faire le père fouettard. Si vous m'invitez à l'apéro, je parle à vos ados, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, moi, j'ai été auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur TikTok et je fais partie des gens qui souhaitent l'interdiction totale des réseaux sociaux avant 18 ans. Alors justement, puisqu'on parle d'IA, on a préparé, Thomas, si vous me permettez, quelques exemples. Très bien. Alors, on va voir avec Sabrina. On a, et donc, savez-vous démêler le vrai du buzz? Alors, on va vous demander vrai ou faux, vous levez la main, d'accord? Et comme ça, on verra comment vous vous situez. Alors, ça, le vrai ou faux, c'est après. Voilà, on débarre d'abord, on va regarder ensemble. Donc là, c'est pour vous initier un petit peu à l'idée. La photo réelle est à gauche. La photo générée par l'IA est à droite. Donc on a rajouté de l'effet, on a perdu l'eau, on a voyé un petit peu ce qui est possible de faire avec l'IA. Là aussi, histoire de vous montrer, tout d'un coup, c'est nettement différent. On a comme un colis au pied du piquet. On a changé quelques petits trucs. C'est parfois pas perceptible, mais à droite, c'est bien une IA. Alors maintenant, on y va. Alors, lève la main ceux qui me disent que c'est une vraie photo. Alors, tout le monde pense que c'est une fausse photo? Alors, j'en ai un. Attends. Ah oui, c'est SO 2023. Donc, c'est une photo générée par l'IA, Thomas? Bah oui, en fait, en 2023, je vous aurais dit comptez les doigts. Voilà, à droite, il a 4, 5, 6 doigts. Sur sa main droite. Bon, c'est assez pratique, 6 doigts, en vrai. Bon, surtout avec les smartphones, finalement, c'est quand même un doigt de plus pour swiper, quoi. Alors, qui peut me dire si celle-ci est vraie ou fausse? Alors, Thomas en a parlé. Ouais, mais en fait, ce que je trouve intéressant dans cette photo, c'est que elle est fausse, mais elle nous plaît. On avait la même, il y en a une autre, je ne sais pas si... Vous avez une autre photo du pape ou pas, Sabrina? Non, on n'a pas la... Non, mais il y avait une autre photo du pape avec le drapeau LGBT, par exemple. Et pourquoi est-ce que plein de gens ont pensé qu'elle était vraie? Et notamment tout un tas de gens chrétiens, mais contre l'homosexualité ou contre la vision un petit peu plus ouverte du pape François par rapport à un certain nombre de ses prédécesseurs sur ces sujets-là, avaient dit voilà, c'est le pape homosexuel, machin et tout, et ils avaient dit voilà, c'est certainement vrai. Bon, il est ouvert d'esprit, mais il a quand même pas son char à la Gay Pride. Hein. Il ne vient pas au carnaval de Dunkerque non plus, quoi. Il aurait pu, on l'aurait invité. Ah, celle-là. Alors, celle-ci, qui pense que c'est une vraie? Levez la main, ceux qui pensent que c'est une vraie. Alors, fausse. Suivez pas Thomas pour autant. Hein. Fausse. Non, mais je lève la main pour refaire le sondage, moi. Fausse. Fausse, ouais. Ceux qui lèvent la main, c'est les faux. Là, c'est les faux sur la deuxième. Alors, ceux qui pensent que c'est faux, levez la main. Voilà. Thomas, il dit que faux. Ah non, moi je dis rien. Moi, je on levait la main de ceux qui disaient que c'était faux. Alors, il se trouve que moi, je m'en souviens très bien de ce cliché. Moi aussi. C'est d'ailleurs le cliché qui a gagné le prix. Il a gagné le prix de la photo sportive de l'année. C'est au JO et c'est effectivement Gabriel Medina et qui vient de gagner effectivement la compétition de surf. Alors, il faut savoir qu'en live, quand cette photo est parue, parce que quand vous suivez un petit peu au quotidien les JO, vous aviez une petite émission sur France Télévisions, ils ont commencé par dire quel beau montage. Ouais.
Bah oui. en live. Bah oui. Donc, c'est quelqu'un. Il a dit, mais attendez, c'est une vraie photo. Ah, oui, oui, oui. Et le buzz a tellement été loin. Attends, qu'ils ont- Jean-Pierre, tu dis des conneries, Jean-Pierre, là, réveille-toi, Jean-Pierre. Et le buzz est allé tellement loin qu'ils ont dû interviewer le photographe qui a Oui. dit, mais non, j'étais sur le Ah, canot bah, il a d'à côté. expliqué et tout. Voilà. Effectivement, il y a certains. C'est ça aussi la grande difficulté. C'est qu'il y a ce qu'on a envie de croire, et puis il y a notre habitude, notre entraînement à toutes ces photos, quoi. C'est cool. Ah, Alors, on fait pareil, Joe Thomas. Biden. Vous Alors, levez la main, ceux qui alors, pensent quoi? est-ce que je peux me permettre de, sur la, comment dirais-je, plutôt que de dire vrai ou fausse, je préférais dire authentique ou généré en IA. D'accord. Alors, Peut-être ça nous permet non, mais en Oui, fait, tout ça à nous fait. permet, encore une fois, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est parfois d'être plus modéré dans nos sémantiques. Et donc, du coup, authentique, généré en IA. alors, Authentique, authentique, lève les mains. ok. Généré en IA. Ok. Alors, celle-là, elle est très intéressante. Où est-ce... Ouais. Quel est le surnom de Joe Biden? Sleepy Joe. Et cette photo, elle est supposée représenter quelle pièce, à votre avis? Vous pensez au bureau ovale? C'est la salle du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ce qui sous-entend que si lui, il est assis là, face à lui, il y a Xi Jinping et Vladimir Poutine. Vous pensez qu'il pionce, le Joe? Non. Alors, c'est rigolo parce que sur la photo avec les doigts, on aurait pu se dire, en 2023, compte les doigts. C'était effectivement le défaut des IA, elles fabriquaient trop de doigts et tout. Celle-là, elle date de 2024. Et bien en 2024, je vous aurais dit, regarde les flous. Mais vous allez voir que pour arriver à une conclusion sur cette photo, il faut plus que de la simple observation. Ce qu'on avait fait sur la photo de 2023 avec 6 doigts, on regarde, on compte les doigts, ça ne va pas. Là, ça demande un peu de compétence en photographie ou en prise de vue. Il se trouve qu'il y a derrière Joe Biden un flou très prononcé. Il y a devant Joe Biden un flou très prononcé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et mon collègue pourrait vous l'expliquer mieux que moi. Ça veut dire que cette photo a été réalisée, ou est supposée être réalisée, avec un appareil photo qui a une faible profondeur de champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une zone de netteté qui est très réduite, qui ne doit pas dépasser les 15 cm. Ça, je le sais parce que j'ai tourné beaucoup de documentaires et que quand le mec était net comme ça, il s'avançait, il était tout flou, il fallait tout recommencer, c'était un enfer. Si vous regardez bien la position de Joe Biden, il est comme ça et il a la main droite un petit peu devant lui. Sa main droite est totalement nette. Elle est à 25, elle est 30 cm devant son visage. Eh ben, un appareil photo ne peut pas faire ça. Il ne peut pas avoir, s'il y a l'avant-plan et l'arrière-plan qui est flou, il ne peut pas avoir une zone de netteté aussi étendue. Mais vous voyez que là, pour pouvoir arriver à ce raisonnement, il fallait avoir des compétences en photographie. Alors, c'est à la portée de tout le monde hein, de prendre un cours de photographie, de regarder un tuto sur Internet, bien entendu. Mais vous voyez qu'entre une simple observation du contenu et là, une analyse un peu plus professionnelle de l'image de la photo, eh ben, on a déjà une étape différente. 2023, 2024. 2023 compte les doigts, 2024 regarde les flous, 2025, on est dans la merde. Alors, est-ce que cette photo... Et tu vois, là, pour le coup, c'est très intéressant. C'est pour ça que je savais qu'on allait arriver là. Authentique. Authentique. Qui la trouve authentique? Qui pense authentique? Ok. Fabriqué en IA? J'adore. J'adore. C'est marrant. Cette photo, ça fait toujours la même chose. Alors, avant de vous dire si cette photo est authentique ou pas, je vais vous dire que cette photo a été publiée en une du quotidien Libération et qu'elle a provoqué un tollé dans le mouvement des Gilets jaunes, qui ont accusé le quotidien Libération d'avoir volontairement mis en une photographie qui humiliait le mouvement des Gilets jaunes et les faisait passer pour des mecs ultra violents. Et donc, il y a tout un tas de gens qui ont expliqué que cette photo était fausse. Pourquoi est-ce qu'on a tous l'impression que cette photo est fausse? Ouais, en fait, elle est un peu pourrie. On peut se le dire entre nous là. La batte, elle est un peu pourrie. Mais pourquoi la batte est un peu pourrie?
Est-ce qu'il s'agit d'une manifestation de la CGT ou de Sud avec du matériel militant ultra bien imprimé, machin et tout? Ou est-ce qu'il s'agit d'un mouvement grassroots, citoyen de base, dans lequel il n'y a pas ce matériel militant politique et où les mecs construisent leurs pancartes dans leur garage avec du carton? Ben, c'est la deuxième option. En l'occurrence, si cette batte vous semble pourrie, ben, c'est parce qu'elle est pourrie. C'est pas une batte. C'est un bout de carton avec un papier collé dessus. Et il y avait un truc qui aurait peut-être dû attirer notre attention. Les IA peuvent faire des fautes d'orthographe, oui. Mais elles ne font pas de fautes de syntaxe, entre guillemets. 1, 2, 3, 4 points. Ça, l'IA, elle ne fait pas. Ça, l'IA, elle ne fait pas. Par contre, peut-être que Jean-Pierre, oui. Oui. Visiblement, lui, il a mis 4 points. Voilà. Mais ça, une IA n'aurait pas fabriqué les 4 points de suspension. Elle aurait mis 3 points de suspension parce qu'en fait, elle n'est pas capable de créer 4 points de suspension. Elle ne peut que reproduire ce qu'elle va trouver en recherchant dans les bases de données déjà existantes. Et quand elle va chercher qu'est-ce que c'est entre 3 points et 4 points, elle va trouver une telle quantité de 3 points de suspension et jamais 4 points, elle va se dire c'est pas possible. Donc en fait, elle n'aurait pas mis cet élément-là dans l'image. Voilà. Mais vous voyez, encore une fois, qu'on arrive à des degrés et des degrés de vérification qui sont de plus en plus complexes et sur lesquels il va falloir qu'on... Je sais pas. Il y a un moment où c'est plus possible de faire la différence et ce moment, on y est déjà. Donc il va falloir réfléchir à d'autres solutions. Mais c'est assez intéressant parce que tout le monde se pose un peu la question de comment faire. Et comme il n'y a pas d'outils pour lutter contre, t'en as encore une? Il y en a d'autres? Allez, on continue, génial. Ouh, j'adore celle-là. Authentique? Qui la trouve authentique? Elle ne fait pas l'unanimité. Hein. Authentique. Fabriqué en IA. Ah, il y a des doutes encore. Hein. Ouais. Ben, vous voyez, cette photo-là, non, il faut quand même dire un truc. Pourquoi ils veulent jamais dire que c'est authentique? Ils ont trop peur. Parce qu'ils se disent, attends, l'autre espèce de petit malin, là, il va essayer de nous niquer. Il ne va pas me laisser faire, moi. Hein? Alors? Et puis vous avez dit que tout était possible. Alors. Cette photo, elle a été prise par un photographe de Reuters qui s'appelle Stéphane Maïs, je trouve que c'est un copain en plus. Et pourquoi elle nous semble bizarre? Parce qu'elle nous semble bizarre. Il y a une concentration de policiers qui est telle que c'est très bizarre qu'on n'ait pas de perspective. En fait, c'est très rare d'avoir des photos de manifestations dans lesquelles il n'y a pas de perspective. Et donc, notre œil n'est pas entraîné à ça, il n'est pas habitué à ça. Donc, du coup, ça nous semble bizarre. On se dit, mais attends, il y a beaucoup trop de policiers dans un espace beaucoup trop réduit. Si on était sur la méthode 2023, on va chercher les détails de l'image. Et bien effectivement, quand on regarde les visages, ils ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas distordus. Ils ont l'air à peu près normaux. Les casques sont les vrais casques de la gendarmerie, les uniformes sont les vrais uniformes. On voit parfois quelques petites indications qui peuvent nous montrer ça. On voit que les panneaux de signalétique des rues sont vraiment les panneaux de Paris, que les panneaux de circulation sont les vrais panneaux français. Les IA étant entraînés sur des photos américaines nous mettaient dans Paris des panneaux de signalisation qui n'avaient rien à voir avec les panneaux de signalisation du code de la route français. Donc c'était un élément. Ensuite, on voit bien que là, il y a un sens interdit. Et on voit ici le nom d'un bâtiment, le Conseil constitutionnel. Et donc, effectivement, cette photo, elle nous semble bizarre, mais elle est réelle. Et c'est justement ça aussi. Vous voyez que la difficulté, ce n'est pas tant ce que l'on voit que ce que l'on croit, et la manière de rapprocher et de faire la différence entre ce que l'on croit et ce que l'on voit, quoi. C'était la dernière. C'était la dernière. Alors justement, on n'a pas eu le temps de vous la mettre. Il y a une photo, alors Thomas, vous l'avez peut-être vue, qui était une photo de l'agence Reuters, qui est sortie hier encore. Je vous l'ai imprimée pour que vous puissiez la voir. Et c'est une photo, quand on la voit, on a un chat qui sort dans une église. Je la fais circuler. Voilà, qui sort d'une arche. Et cette photo, elle a été prise par un photographe de l'agence Reuters. Là aussi, elle est sortie le 13, cette semaine. Tout le monde a dit c'est une IA. C'est une vraie photo. Pareil. Donc on devient un peu parano. On n'ose plus dire que c'est vrai ou pas. Oui, je pense qu'on devient parano. Je vais vous faire une confidence. J'étais il y a 2 semaines dans une conférence avec le patron du fact-checking de l'AFP, Grégoire Lemarchand, et il nous disait que... Enfin, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble avec Grégoire, 10 ans, et il me disait, voilà, pendant toute une période, on essayait de dire ce qui était faux.
Ben maintenant, notre métier, c'est de dire ce qui est vrai. Et c'est très différent. C'est très différent et du coup, ça demande un travail très différent aussi pour l'agence. Et effectivement, après, dans cette même conférence, il y avait un spécialiste de l'IA qui lui est plutôt pro-IA et qui nous disait qu'en fait, il y a un moment où le truc va peut-être se retourner aussi contre l'IA. C'est-à-dire que quel intérêt il va y avoir à consommer des contenus dont on sait qu'ils sont tous faux, en réalité? Il y a un moment où la question va se poser. Et peut-être, mais ça c'est un vœu pieux de ma part, une espèce de forme d'espoir, peut-être que si il existe, là où nous informons, la possibilité qu'il y ait des trucs pas vrais du tout, ben peut-être qu'on va se tourner vers des gens dont c'est le métier de vérifier les informations. Enfin, qu'on invente ce métier. Vous voyez, des gens C'est pas qui... journaliste. Ah, mais si, c'est ça. J'avais oublié. Hein, et ben en fait, j'ai peut-être une espèce d'espoir un peu fou. C'est que l'existence de tous ces trucs faux en IA eh ben, nous ramène à consommer de l'information fiable à un moment ou à un autre. Donc, je ne sais pas exactement comment on va avancer dans les mois qui viennent sur ces sujets-là. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment où la circulation de faux indétectables rend la consommation d'informations assez inintéressante. Donc il y a quelque chose qui va peut-être un petit peu évoluer de cet ordre-là. En tout cas, j'espère que la question se posera à minima. Alors, on va vous donner la parole à vous. On a fait un petit peu le tour de la thématique de ce soir. Je vous rappelle, en fait, alors Thomas, c'est ça, en fait, qui est la transition, c'est votre bouquin. Alors, oui, j'incite à l'achat, mais je vous assure, vous pouvez le prêter à toute la famille, ce sera rentabilisé rapidement. Puisqu'en fait, dans le livre, ce que vous faites, vous débunkez. Ouais. Voilà. Donc, on peut déjà expliquer le mot débunker? Bah, effectivement, le bouquin Résister aux fake news, 14,95 € dans toutes les bonnes librairies, mais aussi dans les mauvaises, il est chez Amazon. Non, non, il sera à la librairie en Non, sortant. je me moque. Non, mais comment dirais-je, je me permets de dire un truc sur les auteurs et la manière dont on est rémunéré. Je ne vais pas faire Calimero, vous inquiétez pas, c'est pas la question. La ville de Dunkerque me rémunère royalement. Oh là là, j'ai acheté un appartement et tout grâce à vous ce soir. Non, mais en fait, un livre, quand vous écrivez un livre, vous gagnez 8% du prix hors taxe du livre. Ça veut dire que ce livre, il se vend, vous allez, si vous décidez de l'acheter, vous l'achetez 15 €. En gros, il y a 4 € de taxes, donc il y a 11 € qui restent pour, de taxes et la part du libraire. Il y a 11 € qui vont à l'éditeur. Sur ces 11 €, moi, je touche 8%. Ce qui veut dire, vous avez fait le calcul comme moi, qu'à chaque fois que vous achetez un bouquin, je gagne 70 centimes. Donc, merci la ville de Dunkerque, parce que sinon, je n'arriverais pas à acheter l'appartement. Mais donc, les livres ont une vertu de partager du savoir et des informations. Et c'est pour ça qu'on vous incite à les consommer et à les consulter. Mais effectivement, les auteurs, à part ceux qui s'auto-éditent, comme par exemple, c'est ça la vraie stratégie gagnante d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il auto-édite ses livres, donc il prend la totalité du truc. Donc quand il vend 500 000 exemplaires de son bouquin avant la présidentielle 2022, en fait, il finance sa campagne électorale. C'est aussi donc il y a. Mais donc voilà, donc l'économie du livre, elle a un truc un petit peu de cet ordre-là. Moi, en fait, et je dis souvent que je suis un journaliste un peu bizarre parce que je m'intéresse qu'aux trucs faux. Et que je ne fais même pas ce que mes confrères appellent du fact-checking. Le fact-checking, c'est le fait de vérifier les informations. Mais quand on fait du fact-checking, ça arrive de tomber sur une info vraie. Moi, non. Jamais. Moi, je fais du debunking. Ça veut dire que je m'intéresse aux mensonges, mais pas pour dire qu'ils sont des mensonges. Enfin, si, mais ça va très vite. Une fois que tu as dit que la Terre n'était pas plate ou que les reptiliens ne gouvernent pas le monde en secret, c'est fini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces mensonges sont fabriqués. À quoi ça sert? Comment ils sont construits, comment ils sont diffusés, quels intérêts ils vont servir, quelles conséquences ils vont avoir, quel impact sur la société. Et donc effectivement, moi je fais ce qu'on appelle du debunk. Le debunk, c'est le fait pas tant de déconstruire le mensonge que de déconstruire l'utilité du mensonge et d'essayer d'analyser son impact dans la société. Et effectivement, dans ce livre, j'ai essayé de faire un truc que je ne fais pas d'habitude, qui est de donner les arguments pour répondre aux théories du complot. On a tous un peu l'impression que ça ne sert à rien de faire du fact-checking, de lutter contre tout ça. Mais en fait, on se trompe sur l'ambition qu'on a derrière ces opérations-là.
le fact-checking ne sert pas à convaincre les complotistes. C'est certain. Il ne sert pas non plus à convaincre les rationalistes. Mais on s'en fout. Ces deux catégories de la population sont l'extrême minorité. Il y a 80% de nos compatriotes qui n'ont pas d'avis arrêté sur les sujets dont on discute, qui sont indécis. Et ces gens-là, il n'y a que les complotistes qui leur parlent. Ben, il y a un moment, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser ça. Donc il faut qu'on aille parler, il faut qu'on aille répondre. Et pour répondre, il faut donner des arguments. Et donc dans ce bouquin, j'ai essayé de donner ces arguments. J'ai fait une espèce de radioscopie des 20 principales théories du complot. Qui les a inventées, comment elles se sont diffusées et quels sont les arguments. Et surtout, quels sont les contre-arguments. Comment est-ce qu'on répond? Comment est-ce qu'on déconstruit tout ça? Et donc vous avez les 20 principales théories du complot qui sont déconstruites, débunkées, et sur lesquelles vous avez aussi un peu de chiffres pour essayer de mesurer l'ampleur de ce phénomène d'un point de vue de l'audience. On en a un tout petit peu discuté au début. Mais effectivement, l'idée de ce bouquin, c'est qu'il soit le plus utile possible et qu'il puisse servir à ceux qui l'achètent à arriver le soir de Noël, à aller jusqu'à la bûche sans se foutre sur la gueule avec tonton Conspi ou tata Antivax. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire signe pour qu'on puisse les relayer. Bon, voilà, la main là-bas. David est là avec le micro. Merci David. David qui n'est pas Thomas, je précise. Le bouton rouge en dessous. Quelqu'un a demandé à David s'il était le conférencier tout à l'heure. Il y a un air, peut-être. Oui. Ouais. On est tous les deux des reptiliens. C'est ça. Bon, on va changer. Hop. Allô. Voilà, ça fonctionne. Okay. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'excuse pour mon français, mais vous savez mentionné avant M. Bolloré. Oui. Et bon, il est l'un des rois de médias ici en France, non? Oui. Donc, je crois que l'IA, les seules choses que fait, c'est un outil pour industrialiser les fake news. Parce qu'en fait, vous savez déjà avant, le Photoshop pour faire des fake images comme celui qu'on avait vu de Biden, ou vous savez des médias qui peuvent manipuler l'information avant de l'IA, et même avec, par exemple, je crois que c'était dans le UK que ça s'est passé la manipulation des sélections et avec de Facebook et tout ça. Donc, est-ce que vous trouvez une certaine limite pour différencier ce que se passe entre l'IA et ce qui se passe avec les médias ou des hackers qui vont manipuler des sélections comme ça s'est passé traditionnellement? Pardon. Alors, merci. Je vais prendre un cas très pratique pour vous montrer qu'en fait, toutes ces problématiques, elles se mélangent. Est-ce que vous vous souvenez, en octobre 2023, des punaises de lit? Il y avait des punaises de lit partout. Les mecs, ils ne voulaient même plus s'asseoir dans le métro. C'était une dinguerie. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire des punaises de lit? Moi, il se trouve que je travaille avec la SNCF sur les questions de fake news et que je sais, puisqu'ils m'ont montré leurs documents, qu'ils ont exactement le même nombre de cas de punaises de lit depuis 10 ans à l'unité près dans leur train et qu'il n'y a pas du tout un buzz de punaises de lit en octobre 2023. Il n'y a pas du tout de multiplication des signalements, de trucs. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a en octobre 2023? Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a tous les jours entre 15 et 25 tweets qui parlent de punaises de lit en France. On est la première destination touristique au monde. Les gens en parlent, c'est à peu près logique. Mais ce jour-là, il va se passer un autre truc qui utilise des opérations d'influence, pas encore avec de l'IA, mais vous allez voir que l'IA va jouer aussi. Il y a 500 trolls russes, parce que les punaises de lit, c'est une opération d'influence étrangère. Ils vont arriver sur Twitter et ils vont faire ce qu'on appelle de l'astroturfing. Ils vont 500 comptes qui vont en 10 minutes faire 10 messages chacun pour dire il y a des punaises de lit, il y a des punaises de lit, il y a des punaises de lit. L'algorithme de Twitter, avec ses intelligences artificielles, capte ce message. Il capte ce message et il va mettre ce message qui buzz dans les trending topics. Il va donc le mettre en avant sur la plateforme Twitter. On est lundi matin, il est 7h30. Le rédacteur en chef de BFM TV et de CNews arrive à leur bureau. Ils ouvrent leurs ordinateurs et ils vont décider de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et là, il fait « Oh putain, Jean-Marc! Les punaises de lit, ça buzz! Et ça concerne la ménagère, ça.
Ça, c'est bon, ça, pour nous. Hein. Allez, vas-y, tu prends Jean-Kévin avec sa caméra et tu l'envoies dans un train, il va nous filmer des punaises de lit. Et là, derrière, c'est terminé. L'opération fausse, amplifiée artificiellement par les Russes, va se retrouver amplifiée artificiellement par l'intelligence artificielle de Twitter et ses algorithmes, qui va être amplifiée artificiellement par le buzz médiatique de BFM TV, de CNews et de tout ça. Et derrière, l'horrible mécanique se met en place et c'est terminé. L'un des gros problèmes qu'il y a eu, c'est qu'aucune des entreprises qui auraient pu nous dire il n'y a pas de punaise de lit n'a souhaité s'exprimer. Et on a 5 entreprises françaises dont le chiffre d'affaires va être clairement impacté à ce moment-là. Hôtel Accor, Air France, SNCF, RATP et plus surprenant, les cinémas Pathé et UGC. Mais bizarrement, pas du tout MK2. Elles sont quand même vachement sélectives, ces punaises de lit, vous ne trouvez pas? Je veux dire, elles vont pas chez MK2. Elles vont chez UGC, elles vont chez Pathé, elles vont pas chez MK2. Ben non, en fait, c'est pas ça. C'est que Bojan, à Saint-Pétersbourg, sur sa fiche, avec les hashtags pour l'opération d'astroturfing, il n'avait pas MK2. Il avait que UGC et Pathé. Et donc, du coup, personne n'a parlé d'MK2. Mais donc, vous voyez que là, cet exemple-là, il nous montre comment toutes ces forces dont vous nous avez parlé, eh bien, en fait, elles se rencontrent, elles se mélangent, et elles vont s'auto-nourrir. Et ça, en fait, c'est un nom, monsieur. Ça s'appelle l'infobésité. C'est le fait que nous soyons soumis à tellement d'informations qui ne s'arrêtent jamais, qu'à la fin, on est tellement saoulé qu'on n'est même plus capable de vérifier une info. Et l'infobésité, c'est terrible parce que ça crée un truc qui s'appelle la fatigue informationnelle. Et la fatigue informationnelle, c'est la porte ouverte pour les fake news. Alors, on va compléter les propos de Thomas par une enquête qui est sortie hier seulement sur l'influence russe et chinoise sur les médias locaux, avec une enquête qui a été faite par INSIT, voilà, en disant que par exemple le site, comme vous allez peut-être aller, parce que cette enquête est faite dans le cadre de l'approche des élections municipales, ben, les sites comme sudouestdirect.fr, normandie-actuinfo.fr ou infodupays.fr, ben, ce sont des faux sites qui utilisent des infos au départ vraies, mais qui en accentuent les faits et rajoutent des mots qui sont... Ben, le but est de déstabiliser de toute façon. Donc c'est une enquête aussi qui vient de sortir par rapport à l'approche des élections municipales. On est, moi je disais tout à l'heure, on va devenir parano, mais franchement, on est tenté de sortir de cette information. Moi, souvent les gens me disent « Ah, désolé, je suis journaliste moi aussi ». On me dit ah, « Écoute, tu sais, moi... » J'en ai marre. Hein. Je t'écoute plus. Ouais, T'es sympa, mais... Ouais, t'es marrant. Alors moi, j'ai trouvé un truc, mais je sais pas si c'est la solution. Moi, mes potes, ils veulent plus me voir. Vous imaginez, déjà vous avez vu une demi-heure, vous en pouvez plus. Vous dites le mec est insupportable. On est tous déprimés, on a envie de se pendre. Voilà. Bah, moi, j'ai pris des cours de mixologie. Donc, je fais des cocktails à la maison. Et du coup, comme j'ai atteint un bon niveau, bah, ils reviennent et on continue à discuter. Modération ne vient pas, mais ça, vous connaissez la blague. Et voilà. Mais est-ce que vous me permettez de vous poser une question, moi? Est-ce que vous avez déjà vu des bébés pigeons? Eh ouais, c'est bizarre ça, hein. On les voit grands. Eh ben c'est normal, Ils naissent grands. c'est normal. Les pigeons, c'est pas vrai. Entre 1947 et 1955, 7 milliards d'oiseaux ont été massacrés par la CIA pour être remplacés par des drones de surveillance. Eh ouais, vous êtes jamais demandé pourquoi quand une chauve-souris se pose sur les lignes électriques, elle brûle instantanément, alors que quand un pigeon se pose, il se passe rien? Eh ben, c'est parce que c'est des drones et qu'ils se rechargent. Ça, c'est ma théorie du complot préférée. Ce truc, ça s'appelle « Birds are not real ». Les oiseaux, c'est pas vrai. Ça a été inventé par un mec qui s'appelle Peter McIndoe, un jeune mec, 23 ans, qui a décidé en 2018 d'inventer ce délire complètement dingue pour se moquer des électeurs de Trump qui croyaient n'importe quoi. Et le problème, c'est toujours le même, le problème avec les mensonges. Il y a toujours quelqu'un qui finit par y croire. Des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes ont adhéré à cette idée aux États-Unis, jusqu'à organiser des manifestations dans lesquelles ils criaient que les pigeons, c'est pas vrai, que les corbeaux, c'est du faux. Tout ça, ça a poussé Peter McIndoe à révéler le fait que c'était une connerie. Il a fait donc une grande interview dans le New York Times pour expliquer tout ça.
Et il se trouve que moi, j'avais parlé de cette histoire de Birds Are Not Real, parce que j'adore ce truc, dans mon émission sur LCI à l'époque, et que Peter et ses copains étaient venus en disant « Ça y est, la télévision française reconnaît enfin la vérité sur les oiseaux. Ils ne sont pas vrais. Nous avons gagné. » Voilà. Mais du coup, c'est aussi ça l'époque dans laquelle on vit. Un truc dans lequel eh ben, y a des mecs qui découpent des pigeons en étant persuadés de trouver des circuits électriques à l'intérieur, et qui à la fin ne les trouvent pas, mais qui sont persuadés qu'ils vont continuer à les trouver. Bonsoir. Oh, vous étiez déjà là quand je suis venu, vous, Ouais, hein? Je me souviens bien de vous, moi. c'est ça. C'était pour savoir pourquoi, ok, c'est news, BFM, mais pourquoi les médias dits sérieux, je sais pas moi, Professionnel. ouais, France 2, France Culture, France Inter, France tout ça, n'ont pas arrêté les rumeurs sur les punaises de lit, et pourquoi on ne réprime pas les fake news? Alors, Deux petites questions. il y a deux questions très différentes. Je commence par la deuxième. Il se trouve que le texte de loi en France qui régule la circulation d'informations, c'est la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Cette loi, elle prévoit, à l'époque, un article, qui est l'article 27, qui sanctionne de manière extrêmement sévère la publication de fausses nouvelles. Donc c'est exactement ce que vous amenez dans la discussion, madame. Il se trouve que cet article 27, il a quasiment jamais été utilisé en droit français depuis 1880. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, un juge n'est pas capable de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Un juge est capable de dire ce qui est conforme ou non à la loi. Et il est capable d'estimer s'il n'y a pas conformité à la loi, un potentiel préjudice. Et donc, l'immense majorité des affaires liées à la désinformation en France ne se traitent pas sur l'information qui est fausse, mais sur l'impact de cette information, en l'occurrence, la diffamation. La 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que se sont traités et que s'est régulé la parole publique en France depuis 150 ans. En gros, on a des médias professionnels qui sont responsables de ce qu'ils diffusent, et quand ils diffusent quelque chose qui n'est pas vrai, il y a des conséquences. Des conséquences qui sont liées aux gens qui sont diffamés dans les articles, ou à la puissance publique qui se saisit des affaires quand elle doit le faire. Pourquoi est-ce que ce truc-là, ça ne marche plus aujourd'hui ? Eh bien, parce que la circulation de l'information a été disruptée. Et que quand vous écrivez un article dans Le Monde, même si vous écrivez sous pseudonyme, eh bien, le patron du Monde sait qui vous êtes. Et s'il y a une procédure judiciaire, il pourra faire le choix de ne pas révéler votre identité et d'en subir les conséquences judiciaires, donc d'aller en prison, ou alors de révéler votre identité. À ce moment-là, c'est vous qui devez faire face aux conséquences judiciaires. Ben, vous voyez bien où je veux en venir. Les plateformes numériques nous expliquent qu'elles sont des tuyaux et pas des médias, et donc qu'elles ne sont pas responsables de ce qu'elles diffusent. Comme elles ne sont pas responsables de ce qu'elles diffusent, il est donc impossible de les poursuivre pour des propos qui sont tenus sur leur plateforme. Et donc, tout le système de régulation du discours public et de ses abus potentiels, eh bien, tenait dans cette problématique de la diffamation, qui a explosé, on ne peut pas le dire autrement, avec l'avènement des réseaux sociaux et de la nouvelle circulation de l'information aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je milite pour défendre l'idée que les réseaux sociaux ne sont pas des tuyaux, comme ils nous l'expliquent, mais qu'ils sont des médias et qu'ils doivent être responsables de ce qu'ils diffusent. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, changer la loi, ou en tout cas, en fait, il n'y a même pas besoin de changer la loi, il suffit d'un décret du président de la République. S'il pouvait faire ça avant de partir, ça nous serait quand même d'une assez grande utilité. Non mais en fait, je vous le dis ce soir, je vais prendre la parole publiquement pour interpeller le président de la République là-dessus et lui dire voilà, monsieur le président, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est de sauver la France des Lumières et d'interdire les réseaux sociaux dans notre pays, et ensuite vous partirez. Voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire de plus ? C'est fini là. Il ne peut pas se représenter. Voilà, il y a un moment, il faut que les choses se passent. J'ai un potiron dans ma cuisine qui a connu 3 gouvernements, ça suffit ces conneries là. Alors ça a fait le buzz aussi pas mal sur les réseaux, la durée d'un gouvernement, etc. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur nous sommes, nous, les victimes, on est la solution et on est aussi le problème. Alors,
d'abord, on va revenir un petit peu sur des chiffres. On va peut-être ouvrir des portes déjà ouvertes. Mais qui est-ce qui republie ces fake news? Parce que finalement, on la voit une première fois, mais on l'a surtout revue, republiée, revue. On parlait du matraquage. Donc c'est qui? Bah déjà, en fait, on a tous l'idée, on a tous une idée fausse, c'est que les fake news, c'est un problème de jeunes. Bah c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas un problème avec les fake news. Hein. C'est pas ce que je vous dis. Je dis que si on imagine que dans la diffusion des fake news, eh ben, c'est les jeunes le problème, ben, on n'a rien compris. Moi, je vous ai dit, le complotisme, depuis 5 ans, ça fait 15 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Et ben, les moins de 25 ans, ils représentent 12% de ces vues. 88% des fake news qui circulent dans notre pays depuis 5 ans sont le fait de gens de plus de 25 ans qui sont persuadés d'être capables de vérifier une information. Donc on a un vrai problème. Après, ça ne dit pas que les jeunes ne croient pas aux fake news, mais peut-être qu'ils pourraient nous le dire, les quelques jeunes qui sont là. En fait, ils ne partagent rien sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui biaise le chiffre. Donc ça veut bien dire qu'ils ne participent pas à l'amplification du phénomène, ça ne veut pas dire qu'ils n'y croient pas. C'est déjà un premier élément. Mais ça dit qu'en fait, quand ils veulent partager un contenu, ils le font par message privé. Ils ne font pas de retweet, de repartage. Ils ne vont pas share, comme on dit sur Facebook, ou relancer une vidéo. Ce n'est pas du tout leur pratique numérique. C'est comme ils me disent dans les collèges, c'est un truc de boomer, monsieur. Hein? Wesh frère, c'est un truc de boomer. Hein, voilà. Et donc, on est un peu là-dessus. Mais donc, la première idée fausse, c'est que les jeunes sont responsables de la diffusion. La deuxième idée fausse, c'est que les adultes ne sont pas prémunis comme ils le souhaiteraient. Ce chiffre est assez éloquent, mais je ne sais pas si je t'ai donné le QR code pour le quiz. Je crois pas. On en reparlera. Non, Là, mais du coup, pour vous dire, bah, en fait, moi j'ai lancé un. Oui, c'est ça, il est dans votre livret. Ouais. Voilà. Mais je donnais un chiffre sur ce quiz. Moi, j'ai créé un quiz pour s'auto-évaluer sur les fake news. 20 minutes, 20 questions pour essayer de savoir où on en est. Et un bonus. Il y a un bonus. Et on a mis cette question, ce truc, le 1er juillet en ligne. On a un peu plus de 5000 personnes qui ont pris le quiz. La note moyenne, c'est 9,5 sur 20. Okay. Et les gens qui ont pris ce quiz l'ont trouvé sur LinkedIn, sont majoritairement des CSP+, des communicants, des machins. Des gens qui sont dégoûtés en fait, d'avoir une mauvaise note. Je vous le dis parce qu'ils publient des trucs, ouais, salopard. Voilà. Mais du coup, effectivement, je crois que nous avons un problème. Et qu'il faut, finalement, avoir un problème, c'est grave, mais c'est pas insurmontable si on accepte qu'il y a un problème et qu'on essaie de l'affronter. Mais moi, j'ai un peu peur qu'on se dise, ah bah attends, les fake news, c'est un problème de jeunes à casquette en banlieue, et puis qu'on fasse rien. Bah non, en fait, les chiffres nous montrent que l'un des problèmes qu'on a, ce sont des adultes qui sont persuadés d'être capables de vérifier une info et en fait qu'ils ne le sont pas du tout. Et donc, sans leur dire qu'ils sont nuls ou machin, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je vous ai dit moi-même que ça m'était arrivé aussi. Donc, mais je crois qu'il faut tous qu'on prenne conscience de ça et qu'on fasse tous un petit effort à la fois d'auto-évaluation, d'introspection et d'humilité, finalement, y compris face à nos propres convictions. Parce que bah, ça nous ferait peut-être pas de mal de se remettre un peu à réfléchir. On a une question là sur la droite. Oui, moi c'est un peu différent. C'est l'IA par rapport à une recherche, mettons, documentaire. Ouais. Hein, j'en ai fait quelques-unes pour essayer avec Mistral, le chat. Et je trouvais que ce qui était quand même intéressant et peut-être une petite zone d'espoir, c'est qu'il y a les sources. Ouais. Ce qu'il n'y a pas dans d'autres, dans le chat. Et je trouve, alors moi j'étais documentaliste, donc par métier, les sources, c'est vraiment pour moi, c'était un ancrage important pour éduquer les enfants à l'information. Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut penser s'appuyer, y compris dans les écoles ou enfin voilà. Bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que... alors, David, je crois qu'il y a quelqu'un en premier rang, si tu veux. Il y a... En fait, toutes les IA ne sont pas les mêmes. Elles ne travaillent pas toutes de la même manière. On a parlé tout à l'heure du coût écologique astronomique des IA américaines. Elles travaillent sur des modèles de données extrêmement importants et donc elles ont un coût énorme. On voit qu'il y a une nouvelle tendance dans l'IA, notamment initiée par les entreprises européennes, qui est d'aller sur des petites bases de données mais d'être ultra efficaces. Et donc, effectivement, c'est l'une des particularités. L'autre particularité des IA européennes, c'est qu'elles respectent en réalité la loi, madame. Elles respectent le fait qu'elles doivent, c'est la loi, elles doivent fournir les sources. C'est obligatoire, en fait. Elles n'ont... Hein ?
Eh ben oui, mais le problème, c'est que, vous savez, c'est l'histoire du gendarme et du voleur. À un moment, quand tu es gendarme, il faut pouvoir attraper le voleur. Et quand le voleur, il n'a pas d'adresse, qu'il n'a pas de lieu, qu'il n'y a pas de possibilité judiciaire de l'attraper, et qu'en fait, il est un peu invisible, bah, comment tu fais? Et donc, c'est un peu ça le problème qu'on a. Donc, les GAFA, par exemple, ou les entreprises de l'IA, bah, sont obligées maintenant, dans l'Union européenne, d'avoir une représentation physique. Cette représentation physique, elle est rarement en France. En général, ils sont en Irlande. Parce que c'est vachement sympa, l'Irlande. Non. Enfin, certainement, j'adore l'Irlande, tout ça, peuple frère et tout, c'est cool. Mais en fait, c'est un pays de l'évasion fiscale. Et on le sait moins, c'est un pays de l'évasion de la donnée personnelle. En fait, les lois européennes sur les données personnelles s'appliquent en Irlande, mais pas dans les îles irlandaises. Et bizarrement, ils sont tous basés dans ces petites îles. Et si vous disiez que vous n'aviez pas trop le moral, je vais malheureusement vous déprimer un peu. En fait, il y a un truc, et je tiens à partager avec vous cette information, parce que je pense que c'est l'information la plus importante du mois de septembre, et je suis quasiment sûr qu'elle ne vous a pas été communiquée. C'est en Irlande que sont basées toutes les grandes entreprises de la technologie, pour les raisons que nous venons d'aborder. Et donc, le rôle du gendarme technologique en Irlande est fondamental pour toute l'Union européenne. Ben oui, si le gendarme irlandais ne fait pas son travail, ben on est tous niqués. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Il y a 2 semaines, la CNIL irlandaise, donc le gendarme des numériques en Irlande, a nommé sa nouvelle présidente. Cette nouvelle présidente, elle s'appelle Niamh Sweeney. Vous n'en avez jamais entendu parler. Et pourtant, vous auriez dû. Enfin, on aurait dû vous en parler. C'est donc la personne qui va devoir réguler, en vrai, pour l'Union européenne, même si ce n'est pas le titre exact de sa mission, les GAFA. Et bien cette femme-là, pendant 8 ans, elle était la chef lobbyiste de Facebook. Elle est la personne qui a caché aux institutions européennes et aux autorités judiciaires l'affaire Cambridge Analytica, le plus grand scandale politico-numérique de notre histoire. La manipulation des élections américaines de 2016 et la manipulation du scrutin référendaire sur le Brexit en Grande-Bretagne. Franchement, quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer. Je ne vous cache pas. Ça m'arrive aussi, mais je ne suis pas une IA, je suis un humain, j'ai des sentiments. Et en fait, j'en veux énormément à mes collègues, j'en veux à mes confrères. C'est pas normal que cette information ne sorte pas. C'est pas normal que cette information ne fasse pas la une du JT tous les soirs. Là, c'est comme si on avait Monsanto qui s'occupe des questions écologiques pour l'Union européenne, quoi. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il faut qu'on se réveille, en fait. Ce que nous avons à protéger est tellement plus important que ce que nous pourrions perdre à combattre. Il faut se battre. Et je me permets de faire un lien avec le titre du livre. Moi, ce livre, quand je travaille sur ce livre du mois d'octobre 2024 au mois de mars 2025. Et quand on commence à travailler sur le bouquin, le titre de travail, c'est pas résister aux fake news, c'est lutter contre les fake news. Pourquoi est-ce que je change le titre? Eh bien parce que début novembre 2024, Trump, il gagne. Il gagne et c'est plus la lutte, c'est la résistance. Il y a un moment, il faut aussi comprendre un autre truc, c'est que dans la résistance, on ne choisit pas ses alliés. Et donc, il va aussi falloir qu'on accepte, pour lutter, peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir conscience de tout ça. Et donc, je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en ayant l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir déjà parce qu'on est là. Il y a de l'espoir parce qu'on vit, qu'on discute, qu'on échange, qu'on parle, qu'on aime, qu'on déteste. Et tout ça, les IA ne peuvent pas le faire. Pour les plus jeunes qui auraient peur d'être remplacés par des intelligences artificielles dans leur métier, ne vous trompez pas. Les IA ne vous remplaceront pas si vous êtes capable de faire 2 choses qu'elles ne savent pas faire. Être créatif et vous occuper de la relation avec les autres, la relation client. Tant que vous êtes capable de faire ça, vous ne risquez rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir bosser, mais... Ah, vous n'êtes pas d'accord, monsieur? Je vous vois tiquer, je vous vois plus modéré.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ne sauront pas faire ça sauteront, ça c'est certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si nous ne combattons pas, nous allons perdre. Alors, je ne peux pas vous dire qu'on va gagner, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à essayer d'y arriver, eh bien, il y a déjà l'espoir. Et l'espoir, c'est aussi ce qui va nous permettre d'avancer et de continuer. Puis surtout, il y a des générations qu'il va falloir former et qu'il va falloir aider. Mais on est un peu dans une espèce de sentiment d'impuissance face à tout ça. Mais ne vous trompez pas. Les grands changements progressifs de l'histoire de l'humanité ne sont pas faits par les masses. Elles sont faites par des minorités éclairées. Eh bien, Dunkerque ce soir sera une partie de ces minorités éclairées. Et j'espère que, surtout, vous aurez la possibilité d'apporter un petit peu de cette lumière que nous partageons ensemble ce soir autour de vous. Madame. Alors la question qu'on avait à l'avant. Alors bonsoir. Je voulais savoir en tout début d'intervention, vous avez dit le mensonge passe par l'ascenseur. Et la vérité par l'escalier. Et la vérité par l'escalier. En quoi votre vérité, a priori, passe par l'escalier alors que vous passez sur LCI, Oui. Europe 1, enfin j'en passe, tous les médias mainstream. Europe 1 D'accord. qui appartient au groupe Bolloré, donc je suis pas sûre qu'il soit Ah, encore si, sur si, Europe j'y suis allé. Ah, bravo. Ouais, j'y suis allé. Bravo. Je suis allé chez Thomas Hill au mois de mai sur Europe 1. Allez-y, pardon, excusez-moi, madame. Mais En quoi est-ce que ma vérité passe par l'escalier alors que je suis dans l'ascenseur des médias? Parce que vous avez dit un petit peu plus tard aussi, il n'y a que les complotistes en fait Qui leur parlent. qui s'adressent Oui. au public. Alors, sur les sujets complotistes, j'aurais dû préciser ça, madame, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que les médias parlent à toute la population, bien entendu, mais il y a des sujets. Je prends un exemple très concret. L'affaire Brigitte Macron serait en fait un homme. Et ben, cette histoire-là, que moi j'ai vu débarquer sur les réseaux sociaux en novembre 2021, ben, j'ai pas voulu la traiter. J'avais mon émission sur LCI et j'ai pas voulu en parler. C'était mon choix. Ça m'amusait pas d'aller à la télé expliquer que si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Ça me dégoûtait en fait ce truc. Et en fait j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que entre le moment où moi j'en ai pas parlé et maintenant, cette histoire elle a fait 1 milliard de vues sur les réseaux sociaux. Et que moi, avec ma pauvre émission à 100 000 téléspectateurs, j'avais l'impression que j'allais donner du buzz à ce truc-là. J'avais rien compris. Et finalement, il y a 1 milliard de messages qui ont parlé aux gens de cette histoire. Et les gens qui essayent de défendre les faits et de poser des éléments concrets n'ont pas du tout parlé de cette histoire. D'ailleurs, Mme Macron non plus ne s'est pas exprimée sur le sujet. Alors que, y compris dans la région, tout le monde le connaît, Jean-Michel Trogneux. C'est le meilleur chocolatier d'Amiens. Je veux dire, il n'y a pas de surprise, quoi. Mais qu'il existe. Enfin, c'est dingue, en fait, d'imaginer que ce truc-là ait pu fonctionner. Et donc, c'est ça ce que je voulais dire. C'est que sur certains sujets, je m'excuse de ne pas avoir été suffisamment précis dans mon expression, madame. Sur certains sujets, notamment sur les théories du complot et les fake news, il n'y a que les complotistes qui nous parlent. Et nous n'essayons pas, les journalistes professionnels, les institutions, la science, de répondre à tout ça. En tout cas, pas suffisamment. Et comme nous n'essayons pas d'y répondre suffisamment, eh bien, en réalité, nous perdons ce combat. Là où j'entends la légère critique que vous faites à ce que je viens de dire, madame, c'est qu'effectivement, moi, j'ai... Mais vous avez raison, madame, vous avez raison. J'ai beaucoup de chance et je suis médiatisé. Après, je ne suis pas si souvent que ça dans les médias et en réalité, je refuse beaucoup plus d'invitations que je n'en accepte. Mais parce que je valorise beaucoup tout ça. J'estime que c'est un immense honneur qui est fait à mon travail que de me permettre d'avoir la parole, y compris devant vous ce soir. Et je voudrais préciser quelque chose, et je pense que c'est... Vous savez, dans la vie, on avance et on comprend un peu nos défauts aussi à force d'exister. En fait, j'ai une qualité, c'est que je sais parler. Et puis en fait, c'est un énorme défaut. Parce qu'en fait, ça donne l'illusion aux gens qui m'écoutent que ce que je vous dis sont mes opinions et que ce ne sont pas les faits issus de mes enquêtes extrêmement sérieuses et extrêmement documentées. Et je comprends bien. Alors, je vous confirme qu'il y a des choses que je dis qui ne sont pas neutres, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas neutres qu'elles ne sont pas factuelles.
Enfin, moi, je me dis, il n'y a pas autant d'Américains qui sont complètement débiles, en fait. Mais je suis d'accord avec vous, madame. Personnellement, j'ai jamais dit. Personnellement, je ne crois pas du tout que ça soit possible de trouver une seule trace de moi qui dit que les complotistes sont débiles. Je n'ai jamais dit ça. Et je ne pense pas du tout que les Américains sont débiles. Absolument pas. Ils sont manipulés, madame. Ils sont manipulés. Pas du tout. Mais j'ai pas de vérité, madame. Je crois pas. En fait, essayez de comprendre ce que je veux vous dire, madame. Mais je vous entends. Ouais. Attendez, excusez-moi, madame. Oui, voilà, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais pas qu'il y ait une forme d'inégalité dans le traitement. En Chine, ils n'ont pas ce problème avec les réseaux sociaux parce que le TikTok des gamins, en fait, c'est des choses culturelles tout à fait intéressantes. Voilà. Donc, plutôt que d'interdire, Alors, pourquoi pas diffuser des choses alors intelligentes. attendez, madame. Enfin, Il y a 2 TikTok. Il y a un TikTok en Chine, il y a un TikTok ici. Bah oui, mais justement. Oui, mais TikTok en Chine, c'est 40 minutes maximum par jour pour les gamins. C'est fermé à 22h, on ne peut pas ouvrir l'application. Et les contenus proposés aux moins de 18 ans sont choisis pour leur vertu pédagogique par le gouvernement chinois. Je ne suis pas certain que ça remplirait nos standards démocratiques, mais ça, c'est un autre type de Mais problème. l'interdire complètement, ça ne le remplit pas non plus. Mais madame, je vais vous Ça dire veut un truc, qu'on c'est fait que... pas confiance à l'esprit critique des jeunes. Mais on peut pas, madame. Mais on peut pas. On peut pas laisser des entreprises multinationales manipuler le cerveau de nos gamins qui passent jusqu'à 10 heures par jour sur TikTok. Alors que, en fait, ce que cette information, moi, me fait penser, c'est que si les Chinois l'interdisent chez eux, ils savent le problème que ça pose. En tout cas, si on considère que s'ils l'interdisent chez eux, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un problème, je ne sais plus quoi penser. Et surtout, on parle d'un pays, la Chine, qui est un pays qui a une histoire, une tradition, et y compris une volonté impériale, comme les États-Unis d'ailleurs, d'une certaine manière. Et je ne dis pas que TikTok est pire que Facebook, pour moi c'est pareil. D'ailleurs, et je vous le dis, moi j'ai été auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur TikTok, et je leur ai dit interdiction avant 18 ans. Ils ont décidé interdiction après 15 ans. Avant 15 ans, pardon. Oh là. Mais en tout cas, ce que je comprends bien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on dit que Donald Trump ment, c'est pas moi qui dis ça. C'est l'Institut PolitiFact. C'est le meilleur institut de fact-checking aux États-Unis et il est constitué à 50% de démocrates, à 50% de républicains. Donc c'est pas exactement une obscure succursale wokiste pro-Biden. Ce sont des gens qui sont des deux côtés, donc peut-être de cette neutralité que vous appelez dans votre intervention, madame. Selon cet institut, Donald Trump, c'est 3% de propos vrais en 2024. 97% du temps, il dit des conneries. Oui, selon cet institut. Mais aussi. non, madame, mais regardez les chiffres. Non. Non, mais ils ont été obligés d'inventer une catégorie pour lui. On peut faire ce qu'on veut avec. Quand, par exemple. Non, mais je comprends. Ah ouais, d'accord. Okay. Non, c'est pas ça, mais je comprends qu'en fait. Quand vous dites, par exemple, on va interdire les réseaux sociaux, en fait, c'est devenu le seul moyen d'expression, entre guillemets, pour le peuple. Ah ben non, un papier et un crayon, ça marche bien aussi. Hein. Alors, oui, je me permets. Non, mais je me permets. J'ai encore une question et je voudrais qu'on ait un petit peu de temps aussi après, justement, parce que vous avez la possibilité d'avoir les livres. Donc, j'ai encore moi une question de mon côté, Thomas. Ce que je comprends, madame, c'est qu'il nous faudrait peut-être un petit peu plus de temps tous les deux pour arriver à nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses que nous partagerions tous les deux et dont nous pourrions discuter. Là, mon impression, c'est que ce qui fonde la base de notre discussion est trop différent entre vous et moi pour que nous arrivions à discuter de manière sereine. Et donc, je suis un peu triste de ce constat, mais déjà, il y a peut-être d'autres gens qui veulent parler, mais il nous faudrait, à mon avis, plus de temps pour arriver à nous accorder sur un certain nombre de choses et à avoir une discussion. Là, j'ai un peu l'impression que si on continue à discuter, on a des points de départ trop différents, ou en tout cas des visions de départ trop différentes qui ne nous permettent pas de discuter. Et vous avez l'air d'être une personne adorable, j'ai pas du tout envie qu'on se dispute. Alors, j'ai une question ici, donc Thomas. Bonsoir. Monsieur. Au début, vous avez parlé de... c'est peut-être pas les termes exacts, d'une réalité parallèle. Ouais. Chacun avait un peu une réalité parallèle. Non, ouais. Les oiseaux n'existent pas, monsieur. Non, mais du coup, nous, on a reçu forcément une éducation, ouais. un enseignement.
Et du coup, comment on peut considérer qu'un complot est un complot et qu'on n'est pas dans une réalité qui est fabriquée avec des sources finalement qui sont pas vérifiables parce qu'on ne sait pas tout. Bah, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne sait pas tout. Il y a une autre chose qui est certaine, c'est que il n'existe pas de complots qui n'ont pas été su. Le principe même des gens, le principe des gens qui font des complots, c'est qu'ils complotent. Et donc, à un moment, s'ils sont plus que 3 à faire le complot, ben, il y en a 2 qui vont comploter contre le 3e pour l'exclure, et donc il va nous le raconter. En fait, l'histoire de l'humanité nous montre que toutes ces opérations-là sont toujours connues à un moment ou à un autre. Alors, il y en a certainement que peut-être que certains ont réussi et que nous ne les connaissons pas, mais à date, on est quand même, les complots sont connus. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose peut-être qu'on aurait probablement dû dire en préambule. Les vrais complots existent. Les vrais complots ont fait l'histoire. La problématique d'aujourd'hui, c'est pas que les vrais complots n'existent plus, c'est que des faux complots sont en train de faire l'histoire à leur tour. Et c'est ça le retournement, en fait, dans nos logiques. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant, encore une fois, l'existence de faux, que l'incapacité à se baser sur un élément qui nous permette de discuter ensemble. Marie ? Oui, merci. Pour revenir un petit peu sur cette capacité que nous devrions avoir à vérifier une information. Là, on va arriver en période électorale, et moi je constate que avant chaque période électorale, il y a une information qui passe en boucle dans les réseaux sociaux au sujet des droits sociaux des sans-papiers. Alors, moi, je suis travailleur social de formation, et chaque année, à chaque fois, enfin, je fais des bons, en même temps en tant qu'élu, parce que je me dis, pendant des mois, on véhicule cette information de dire, un sans-papier, une famille a droit à 12 000 euros de CAF, d'allocation familiale, alors que le droit français est clair. Quelqu'un qui n'a pas de papier n'a aucun droit social. Aucun. Mais Où est-ce que vous voyez circuler ces publications, madame ? Dans les réseaux sociaux. D'accord. Et est-ce que vous avez pu identifier peut-être qui sont ceux qui les partagent, qui les diffusent ? Est-ce que c'est un courant politique ? Est-ce que c'est un... Non, c'est ça c'est que c'est des... Ça circule un peu comme ça, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça va servir, moi je sais que ça va servir un courant politique, forcément, parce que voilà, il y a des personnes qui sont dans une situation difficile, oui, grande qui, précarité, du coup... et qui sont un petit peu ouverts à ce genre d'information qui va les rassurer quelque part, et les rassurer dans leur colère qu'elles pourraient avoir sur les politiques qui sont mises en place dans notre société. Et comment, moi, parfois je me dis, mais à chaque fois, c'est Alors, est-ce que je peux me permettre de vous... Si vous avez de l'expérience, entre guillemets, sur ce sujet, parce que vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez déjà cherché à y répondre ? Oui, en disant, en rappelant le droit. Bon, je me permets de commenter. D'accord. On va arrêter. D'accord. Ce n'est pas vrai. Sachez qu'il y a ça. Okay. Et que la loi est comme ça, et ce n'est pas possible. Mais non, mais que ceux qui publient ça ne vous croient pas, c'est pas forcément... Enfin, comment dirais-je ? Encore une fois, ne nous trompons pas sur les ambitions de ce que nous faisons. Quand vous prenez la parole comme ça, l'objectif n'est pas, certainement, de discuter avec ceux qui défendent l'idée contraire, peut-être de les convaincre, mais vous parlez surtout pour tous ceux qui observent la conversation. Ben oui, c'est aussi le problème. Nous ne sommes pas sur Internet les citoyens que nous sommes dans la vraie vie. Si on avait quelqu'un qui rentrait là par le fond et qui nous hurlait que les migrants ont des aides sociales que les Français de souche n'ont pas, je ne suis pas certain qu'on le laisserait hurler. Peut-être qu'on lui dirait que c'est pas vrai. Peut-être que s'il hurlait très fort, on lui dirait de se taire. Peut-être qu'il y aurait d'autres formes de contradiction de notre part. Et donc je crois qu'il y a un élément qu'on ne voit pas. C'est que si vous ne contredisez pas ces propos, eh bien, il n'y a que ceux qui les défendent qui existent. Donc il faut faire exister un autre discours. Cet autre discours, il n'a pas forcément vocation à convaincre ceux qui diffusent, mais il a vocation à exister dans le débat public. Et à permettre aussi, peut-être, à des gens qui partageraient votre point de vue, de disposer d'arguments solides pour pouvoir les faire valoir dans cette conversation. Je crois qu'il y a un moment où nous ne mesurons pas suffisamment
le petit effet boule de neige positif que peut avoir nos petites corrections quotidiennes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous ne le faites pas, vous êtes sûr de perdre. Si vous le faites, vous n'êtes pas certaine de gagner, mais au moins, à minima, votre message va être vu un tout petit peu. Et pour quelqu'un qui serait indécis sur cette question, il arriverait sur cette conversation et il ne se dirait pas, il n'y en a qu'un qui a raison. Il se dirait, tiens, il y a deux points de vue. Je vais peut-être essayer de peser le pour, le contre. Et c'est ça, en fait, la mécanique qui existe dans les réseaux sociaux, c'est qu'à un moment, il faut aussi aller faire valoir ce truc-là avec, je pense que vous en êtes consciente, madame, et que vous l'avez peut-être déjà éprouvé, parfois les conséquences un peu brutales du débat politique sur les réseaux sociaux. Alors, c'est la dernière question et je me permets de dire que, Thomas, c'est possible d'y répondre rapidement, parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de rencontrer les personnes de la salle autour de votre livre, puisque votre livre est en vente à la sortie. Vous parlez de journalisme qui est là justement pour établir les vérités. J'ai parlé des faits, moi, madame. En fait, je veux juste dire un truc. Je n'ai pas utilisé une fois le mot vérité ce soir. Donc, enfin, moi, je ne parle pas de vérité. En fait, il y a 10 ans, j'essayais, oui. Mais en fait, j'ai abandonné ce truc. Ça ne sert à rien. Derrière le mot vérité, nous ne mettons pas du tout la même chose. Donc, prenons quelque chose que nous partageons pour en discuter. D'enquêter dans ce cas. Je parle des faits. Et malheureusement, le journalisme aujourd'hui va mal. Les médias vont mal. Ça, je vous confirme. Et des grands médias d'enquête, Mediapart, Libération, tentent de réinventer des modèles en créant, par exemple, un festival, le Climat Libé Tour, pour aller dans les communes, donner des infos. Le journalisme local, régional va mal. On est à quelques mois des élections et tous sont touchés. Vous parliez tout à l'heure de l'enquête qui a été menée, c'est vous. Comment on réinvente des modèles à l'échelle locale ? On a besoin qu'il y ait... en fait, on a besoin de deux choses. On a besoin que les citoyens comprennent quelque chose. C'est que quand l'information est gratuite, le produit, c'est eux. Et qu'en réalité, si on ne paye pas pour s'informer, on ne peut pas avoir une information de qualité. En fait, si les tomates étaient gratuites, chez Franprix, elles seraient dégueulasses. Donc, je crois qu'il y a un moment, l'idée de la gratuité, pour quelque chose qui a un tel coût à produire, ne peut pas marcher. L'autre chose de l'autre côté, c'est qu'il faut que les médias et les journalistes assument leur rôle de journaliste et qu'ils assument que fabriquer du contenu de qualité, ça marche. On a un troisième problème, c'est que si par exemple vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et que vous tombez sur un article du Monde ou du Figaro et que vous cliquez sur cet article, vous n'allez pas sur le site du Monde, vous n'allez pas sur le site du Figaro. Vous allez sur un site miroir construit par la plateforme sociale qui va, elle, toucher la publicité du journal. Donc on a un vrai problème. 90% des recettes publicitaires ont été récupérées par les GAFA depuis 15 ans. Vous imaginez perdre 90% de votre chiffre d'affaires, comment vous faites pour travailler ? Donc, quand on dit qu'il faut réguler ces espaces d'information, c'est aussi ça qu'on dit. On dit que la publicité qu'il y a sur les journaux ne doit pas financer le tuyau, elle doit financer le contenu. Et donc, il y a aussi de nouvelles règles à fixer, parce que tout ça, c'est fait un peu dans le Far West numérique, dans lequel il n'y a pas de réglementation, et donc, ce qui a été fait, c'est les premiers arrivés qui ont pris la plus grosse part. Et comme à l'époque de la conquête de l'or, à un moment, il a fallu réguler tout ça, quoi. Donc, on est à ce moment-là. Le problème de l'information locale est d'autant plus prégnant que les journaux locaux reposent sur une espèce de double équilibre, à la fois de l'achat du journal et de la publicité locale. Et cette publicité locale, elle est elle aussi en train d'être aspirée par les plateformes sociales. Et donc, on a un vrai problème, encore une fois, les réseaux sociaux. On va conclure. Je suis désolée, à un moment donné, on va être mis dehors si on ne conclut pas. Vous aurez l'occasion, avec Thomas, d'avoir son livre à la sortie grâce à la librairie, qui est là en vrai avec les livres. Ce sera l'occasion
rapidement peut-être de dédicaces. Vous avez tous eu ces petits cartons. Vous avez vu qu'on vous propose de nous mettre des pistes à améliorer pour les prochaines soirées rencontres et éventuellement ce qui vous a plu, ce qui nous permettra de faire un petit point sur cette soirée. Vous allez avoir à la sortie un livret qui vous a été fait et dans ce livret, il y a le lien vers le site dont parlait Thomas tout à l'heure pour le quiz 20 questions en 20 minutes, plus un bonus, Ouais, qui a été fait avec Cision. Qui a été fait avec une entreprise de communication qui s'appelle Cision. Quand vous aurez votre note, et peut-être vous ne serez pas content, vous recevrez aussi un petit lien qui vous proposera une formation offerte d'1h30 sur les fake news, une formation en e-learning avec le faux Thomas, le vrai Thomas, sur 4 sujets: la jungle informationnelle, les fake news et la déconstruction, les biais cognitifs, un peu les travers de nos cerveaux, et l'intelligence artificielle. Cette formation, elle est offerte à minima jusqu'au 31 décembre. J'espère arriver à négocier avec Cision qu'on poursuive la mise à disposition du grand public de cet outil de formation. Et je me permets aussi de vous dire, pour ceux qui auraient peut-être des questions qu'ils n'auraient pas pu poser ou qui voudraient poursuivre les échanges, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Non, plus sérieusement, vous pouvez m'envoyer un mail, thomashuchon@gmail.com, n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre. Et je vous retrouve dehors pour ceux qui voudraient continuer à discuter. Je vous remercie en tout cas de votre attention, de la qualité de vos interventions, de nos échanges. Et j'espère que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous serez un tout petit peu de cette lumière dont nous avons tant besoin. Bonne soirée à tous. Merci à Thomas, vous pouvez l'applaudir. Je vous invite donc à aller pour acheter le livre à la rencontre de Thomas. Le prochain ciné-débat, ce sera le 22 octobre. Et il y aura encore une soirée rencontre, parlons-en, sur la masculinité mise à mal, M-A-L-E, vers un monde de plus en plus masculinisme, point d'interrogation. Eh bien, vous aurez l'occasion, ce sera pour le 4 décembre, cette prochaine soirée rencontre. Bonne soirée à tous. Merci aussi à Sabrina, David et Colline pour l'organisation de cette soirée. Bon retour à tous.